Hello tout le monde et bienvenue sur Force et Conversion, le podcast CRO sur la conversion e-commerce qui dévoile les coulisses des e-commerce à succès. Nous sommes vos humbles serviteurs, Pablo et Laurent. Salut Laurent. Salut Pab. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial car on va parler acquisition Facebook, comment optimiser ses campagnes sur Meta pour avoir un taux de conversion qui déchire. Et pour ça, on reçoit un des meilleurs experts en Facebook Ads sur le marché francophone. Il baigne dans le marketing digital depuis 7 ans et décide il y a 5 ans de faire de la publicité Facebook sa spécialité. Vous avez sûrement déjà entendu sa voix sur Social Selling, le podcast qui fait de vous une machine de guerre en Facebook Ads. Il est doublement certifié par Meta en Media Buying, responsable marketing de l'agence J7 Media. Il connaît les moindres subtilités de la régie pub Facebook et nous donne aujourd'hui les best practices pour un e-commerce qui cartonne en 2023. Bienvenue sur Force et Conversion, Antoine Dalmas. Salut tout le monde, salut Pablo, salut Laurent, merci de me recevoir. Petite question, et je vais poser la première question de l'interview, mais est-ce que le salut Pab, ça a un rapport avec une certaine chaîne YouTube d'échecs ? C'est fort possible. Ah yes, c'est bon, je l'ai. Ok. Étant donné que je suis un grand fan d'échecs et j'étais gestionnaire d'un club d'échecs aussi quand j'étais à Colombes Ok. en 92. Ok. Bah forcément, je suis le fameux Blitzstream. Voilà, ok, je me disais, tiens, j'ai déjà entendu cette intonation quelque part. Bon, parfait, voilà, fin de ma question, nickel, ça me va aussi. Je joue beaucoup aux échecs, donc c'est pour ça. Ah nickel, à l'occasion on essaiera de s'en faire quelques-unes. Avec grand plaisir. Exactement, petite partie organisée. Écoute, en tout cas, Antoine, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast et ça fait beaucoup de temps que j'écoute Social Selling, qu'on suit J7 Media aussi avec Laurent. Donc c'est un honneur de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, c'est trop chouette et aussi de parler de Facebook Ads, qui est un sujet qui nous tient pas mal à cœur avec Laurent. On en a fait pas mal avant, donc c'est hyper chouette de pouvoir parler de ce sujet aujourd'hui. Et la première question qu'on voulait te poser, c'est est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ton business, tes services, un peu ta typologie de clients, ta différence avec tes concurrents, voilà, nous parler un peu de ce que tu proposes. Ouais, pas de problème. Bah déjà, merci de me recevoir. Je suis honoré aussi d'être ici. Écoutez, J7 Media, on est une agence de publicité Facebook. On gère à peu près 2 millions de dollars canadiens par mois. On offre le pilotage intégral des campagnes et bien plus parce que on ne s'arrête pas juste à exécuter ce que demande le client. On va faire de la stratégie avec lui. On va réfléchir notamment à des offres et on aura le temps d'en reparler, mais l'offre, c'est super important en publicité de manière générale. On va aussi faire de la création publicitaire parce qu'on a un parc de graphistes, de motion designers, on a un studio de création en publicité, on parle souvent du UGC, ça c'est quelque chose qu'on maîtrise pas mal. On va faire la mise en place et l'optimisation constante et on va aussi faire du reporting régulièrement de façon hebdomadaire ou même quotidien pour certains clients parce que c'est important qu'ils se sentent, pas qu'ils se sentent soutenus, mais suivis en tout cas, c'est évident. On tourne principalement avec des e-commerce, puis des infopreneurs ensuite, des coachs et ensuite des entreprises de lead gen, à savoir des gens qui font que de la génération de leads comme des assurances, du B2B aussi pas mal, du crédit, ce genre de choses. En moyenne, on va avoir des clients qui dépensent entre 500, 1000 et pour les plus gros clients, ça peut être 3000 et plus dollars par jour. Et on suit principalement des clients, je dirais, déjà lancés dans leur activité. Alors, ça ne veut pas dire que Facebook ne peut pas vous permettre de tester, mais en tout cas, on travaille, nous, avec des clients qui ont un product market fit et qui ont pu avoir un peu de succès déjà de base. Super, super Antoine. Je voulais te poser aussi une question que je n'avais pas forcément prévue, c'est sur les UGC justement. Ouais. On sait que c'est un peu le truc du moment et que c'est ce qui, a priori, marche le plus sur Facebook. Au niveau des créas, du coup, maintenant, quelle est la part, selon toi, un peu des UGC que vous utilisez sur les comptes publicitaires sur lesquels vous travaillez? Est-ce que maintenant, quand vous faites de la créa, vous priorisez justement les UGC et vous faites, je sais pas, les trois quarts des créas que vous sortez, c'est ça? Ou est-ce que vous essayez de faire un peu de 50-50 avec plutôt des créas statiques et de la vidéo peut-être un peu plus classique? C'est une excellente question, effectivement, le UGC depuis peut-être maintenant 2 ans a genre tout ravagé. Façon de parler, mais tout ravagé dans le sens où effectivement, pour beaucoup d'annonceurs, on va tester ce principe, que ce soit nous avec nos studios de créa où on va pousser le client à le faire parce que si on ne peut pas organiser un shooting chez lui, on lui dit bah, prends un téléphone et fais-le. Personnellement, je l'ai fait plein de fois pour J7 Media, c'est-à-dire qu'avant on faisait des publicités très travaillées, très propres. Plein de fois, il m'est arrivé de filmer mon écran de PC avec mon téléphone, avec mon iPhone SE là, et du coup de montrer un funnel en disant regardez, c'est un webinaire, on fait ci, on fait ça, inscrivez-vous, après vous allez arriver sur telle page. Et ça a éclaté des belles publicités entre guillemets.
Donc, je dirais que c'est un peu une priorité de tester quand on est un e-commerce. Après, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour autant, mais je pense que pour des e-commerce, peut-être la moitié des publicités sont des UGC. La moitié des publicités qui tournent, ça c'est clair. Ok, top, nickel. Et j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que, comme tu es doublement certifié Meta et autres, comme expliqué Pablo dans l'intro, est-ce que finalement vous surfez également sur la partie TikTok? Parce qu'on voit que TikTok, ça a explosé énormément ces derniers temps. On sait que l'organique est hyper poussé aussi sur TikTok et Ouais. beaucoup de gens surfent là-dessus forcément. Donc un peu moins d'ads, mais plus de tentatives. On en voit 20 fois des créas et il suffit qu'il y en ait une seule qui perce et c'est jackpot. Et voilà, comment vous avez un petit peu appréhendé la partie TikTok de votre côté sur J7 Media? C'est clair. Alors, c'est clair que TikTok, quand il est arrivé, quand il est devenu de plus en plus populaire, il y avait plein de petites fonctionnalités qui n'étaient pas là, en tout cas sur Instagram. Et j'ai un test qui me vient tout de suite en tête, qu'on a pu répliquer plusieurs fois. Par exemple, sur TikTok, il y avait cette possibilité de filtre où tu apparais devant et derrière, tu mets le fond que tu veux. Ça peut être une vidéo, ça peut être une image, et TikTok va s'occuper de détourer ta silhouette pour qu'elle apparaisse là-dessus. Ça, c'était quelque chose qui existait vraiment sur TikTok, qui après est arrivé sur Instagram, je pense, sur les stories. Nous, on l'a utilisé rapidement pour, par exemple, se mettre en action et derrière, on voit le site du client. Ouais. Et expliquer, tiens, regardez sur ce site, vous avez tout ça. Un peu comme Miss Météo, tu vois, Ouais. ou Monsieur Météo d'ailleurs. Mais TikTok, effectivement, parce qu'il va avoir plein de nouveaux concepts, plein de nouvelles features, on va regarder assez régulièrement. De toute façon, on a un studio créa avec la directrice du studio qui s'appelle Antonia. Antonia, elle est sur absolument toutes les plateformes. Elle regarde tout ce qui se fait. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui commence à être répété, régulier, elle va essayer de l'appliquer sur des nouvelles publicités en Facebook Ads. Une sorte de lab, un peu comme fait Kodak, où ils ont vraiment une entité dédiée à ça Voilà, uniquement. c'est exactement ça. Ils font C'est de la pareil. veille. Ouais. C'est top ça. T'es D'ailleurs, on le voit, obligé. c'est hyper important de suivre un petit peu cette veille-là, parce que quand tu vois qu'il y a des musiques qui performent beaucoup, en fait, elles rentrent tellement dans la tête des gens que ça devient vital de l'utiliser également dans les créas Mhm. pour performer, parce qu'en fait, tu suis la tendance et forcément, tu sais que ça va prendre, quoi. Ouais, exactement. Après, si je peux faire juste une petite parenthèse, on est vraiment en publicité et pour le coup, on va oublier tout, enfin, on va mettre de côté nous tout ce qui est création de contenu pour les réseaux sociaux. On est vraiment en pub, en conversion directe. Ouais. Aussi, c'est important de le dire, mais on travaille très peu à la notoriété, on travaille très peu à des objectifs sur lesquels tu traques pas une conversion directement. Ok. Je comprends. Justement, sur la publicité, tu disais que dans tous les services que vous proposiez, vous bossiez sur la strat, vous bossiez sur la créa, aussi sur toute la partie un peu paramétrage technique. J'ai deux petites questions par rapport à ça. Déjà, vous, qu'est-ce qui vous demande le plus de boulot? Et la Ouais. deuxième question qui est liée à la première, c'est à ton avis, quel pourcentage en temps on doit passer sur chaque pilier, justement, sur chacun de ces piliers quand on veut faire du Facebook Ads? Bien sûr, ok. Déjà, comme j'ai expliqué un peu, on est proactif dans notre approche avec les clients. Donc, je pense que la stratégie puis la création sont les deux plus gros piliers. Ouais. Alors, la création, c'est dépendamment de la complexité de ce qui est demandé, comme tunnel de vente, parce que ça peut être de simples publicités, mais ça peut être des publicités avec une page pour opt-in, avec une thank you page, avec de l'emailing derrière, parce que ça, c'est des trucs qu'on fait aussi. Et aussi la récurrence des créations. Il peut y avoir des comptes qui demandent énormément de nouvelles publicités parce qu'elles subissent de la fatigue publicitaire pour X ou Y raison. Donc je dirais que c'est là-dessus qu'on travaille le plus. Et de manière générale, parce que tu as parlé notamment du paramétrage, un paramétrage, une fois que tu as des bonnes publicités, en l'occurrence, ça ne va pas trop changer. On va dupliquer à la limite une campagne. On ne va pas revenir dans les paramétrages. Donc je dirais que l'endroit où tu dois mettre le plus de temps, dans tous les cas, c'est la stratégie. Ça va être réfléchir ton offre, parce que ça, c'est peu importe l'audience que tu as, les pubs que tu as, si tu as une mauvaise offre, tu ne vendras pas. Voilà, c'est simple, c'est clair et net. Donc, le plus de temps tu mets en amont, le moins de temps derrière tu auras à changer des pubs, à essayer des nouveaux paramétrages parce que ça marche pas, parce qu'en fait ton offre est pas bonne de base, parce que tu ne rebondis pas bien aussi sur les grosses dates de ton marché. Je pense à tous les e-commerce qui vont regarder la Saint-Valentin, qui vont regarder la fête des pères, la fête des mères, et qui essayent de s'adapter à ça. Si tu bétonnes pas tout le chemin en avance, c'est clair que tu vas te retrouver à toujours devoir réagir au dernier moment et ça met beaucoup plus de temps. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'avant, en fait, en Facebook Ads, on avait
On avait, je sais plus, je crois que c'est 50-50, voire même plus. La partie technique était limite plus importante. Enfin, je me souviens il y a quelques années quand c'était un peu l'Eldorado de Facebook Ads où on pouvait juste lancer une campagne avec une offre qui était un peu moyenne et des Ouais, créas qui n'étaient pas ouf. Si tu faisais un bon paramétrage technique et t'optimisais ton ciblage, t'optimisais ta structure de compte, etc., mais vraiment à 200%, tu pouvais avoir des résultats intéressants. Aujourd'hui, ça s'est inversé. L'algorithme est devenu plus intelligent que nous. Et maintenant, c'est la seule moyen de se différencier, c'est comme tu l'as dit, c'est sur l'offre et la partie créa. Ça fait au moins 80% du boulot, je pense. Donc je te rejoins complètement là-dessus. C'est vraiment les priorités absolues quand on bosse sur Meta Ads. ouais. Euh, Et puis l'utilisateur est plus éduqué. Enfin, ouais, clairement, en plus, c'est ça. j'essaie de me remettre, mais est-ce qu'il y avait des publicités de tel type sur une plateforme qui existait avant Meta, avant Facebook en l'occurrence? Je crois pas. Donc, c'est clair que c'était un peu l'Eldorado, c'était un peu le Far West aussi. Ouais, Il y avait de tout et n'importe quoi. Les gens découvraient un peu ça. Maintenant, je pense que les gens sont beaucoup plus éduqués et il y a beaucoup plus de compétition en termes d'annonceurs. complètement. Alors sur la partie e-commerce, justement, parce qu'on parle quand même beaucoup de e-commerce sur le podcast, moi j'ai un e-commerce, j'ai lancé mon e-commerce il n'y a pas longtemps, ou alors j'ai un e-commerce qui tourne depuis quelques années. Est-ce que tu Mhm. peux quand même rappeler quel est l'intérêt d'utiliser Meta Ads en e-commerce, donc que ça soit au début pour un lancement de e-commerce, ou si je suis en phase de croissance, ou j'ai déjà quelques années d'activité sur mon e-commerce. Voilà, quel est l'intérêt d'utiliser Meta? Alors je pense que les gens le savent, hein, mais c'est bien de le rappeler, et peut-être de rappeler aussi pour chaque spécificité de e-commerce. Bien sûr. Bah, écoute, moi j'aime bien voir, Facebook Ads avec, l'outil Upside, qui est donc Unaware of Problem, Problem Aware, Solution Aware, Your Solution Deal. C'est un outil, marketing hyper intéressant, hyper, facile à appréhender Ouais, et en fait, là où je vois Facebook Ads, par exemple, contrairement à Google Search, pour moi, Google Search, tu es dans la deuxième phase au minimum, voire la troisième phase. C'est-à-dire que parce que tu fais des recherches, tu découvres que tu as un problème ou tu découvres qu'il y existe une solution à ton problème. ouais, Pour moi, Facebook Ads, ça s'inscrit au tout début du process. C'est ici que tu sèmes la graine. C'est-à-dire que la personne, elle savait pas qu'elle avait besoin d'un t-shirt avec Johnny Hallyday dessus et un drac au feu à côté, tu vois. exactement. On aura l'occasion d'en reparler derrière sur les e-commerce, mais c'est excellent parce que tu arrives au tout début du processus. Donc, je pense que pour un e-commerce qui vient de se lancer, c'est effectivement un merveilleux outil parce Ouais. que tu vas avoir du trafic immédiatement et puis tu vas pouvoir tester aussi pas mal de créa et te différencier là-dessus. Et puis moi, je l'ai expliqué au début, mais on aime bien travailler avec des e-commerce et des annonceurs qui sont déjà installés, qui ont pu tester leur offre, bah, Facebook Ads pour eux, à moins que ça soit ultra niché, ultra spécifique et j'ai un peu du mal à le voir, mais que Facebook ne puisse pas les aider, bah, pour moi, ces e-commerce-là, Facebook va être un facteur de croissance, mais monstrueux. Complètement. Complètement. Donc, c'est vrai qu'il y a la phase, comme tu disais, le problème, enfin, quand tu prends ton outil, tu as le unaware of problem. Déjà, tu peux commencer à utiliser Facebook pour évangéliser un peu ton marché, faire parler de ta marque, Exact. etc. Mais j'imagine aussi que Facebook s'inscrit dans les autres étapes, même si je suis conscient de mon problème, que je suis conscient de la solution ou que même j'ai déjà acheté chez toi. Enfin bref, il y a vraiment toutes les étapes du funnel que Facebook peut adresser. C'est ça aussi la force de Facebook, je trouve, c'est que ça arrive vraiment. Alors la première étape est super importante, mais tu as tout le reste qui suit. Et bien sûr, j'imagine avec des créas un peu différentes, avec peut-être un ciblage un peu différent, et tu pourras peut-être rentrer un peu plus dans les détails après. Mais en tout cas, Exact, ouais, ouais. c'est assez puissant. J'aime juste faire la comparaison avec Google Search parce que c'est Ouais, très parlant, ouais, mais je suis d'accord. après, que ce soit pour faire passer à l'action, montrer dynamiquement des produits qu'il a vus ou exposer l'utilisateur à plusieurs fois un message précis dans un objectif de long terme de notoriété, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. L'idée, c'est bah, parce que les gens sont sur Facebook ou Instagram, tu peux adapter ton message selon leurs étapes par rapport à ton produit ou ton marché. Carrément. Et autre question que je me pose, c'est est-ce que Facebook, ça marche pour tous les types de e-commerce? Parce que c'est vrai que parfois, on se dit, ouais, Facebook, ça va pas forcément marcher pour du high ticket, des produits qui sont, je sais pas, à 500 euros, au-dessus de 500 euros, c'est clairement pas la régie qu'il faut. On a aussi d'autres croyances qui disent que bah, Facebook, c'est que pour le B2C, mais c'est pas forcément pour le B2B. Mhm. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? C'est clair qu'en tout cas, il y a une croyance autour de Facebook qui est on ne peut pas vendre de produits chers. Ça, Ouais, c'est faux et je veux pour preuve, j'en veux pour preuve, pardon, un client qui
qui proposent un bateau à plus de 10 000 $ pièce et ça ne comprend pas les frais de livraison qui sont tout aussi chers et avec lesquels on travaille très bien. C'est juste que tu n'auras pas du tout une expérience similaire sur ce site que sur le site d'Amazon ou un site de e-commerce très standard. On va travailler avec un tunnel de vente qui est complètement différent. Tu peux vendre des choses chères comme ce produit, comme des formations qui sont très très chères. C'est juste que bah, ça va être différent, ça va être un petit peu plus long, ça va demander aussi de l'emailing. Ouais. Je fais un disclaimer tout de suite. Si vous voulez vraiment vous lancer en Facebook Ads, soyez prêts aussi à faire de l'emailing derrière parce que si vous ne pouvez pas vendre immédiatement, au moins essayez d'obtenir l'email pour ensuite travailler la personne, continuer à lui montrer des publicités sur Facebook et Insta. Et puis voilà, mais bon, c'est clair, il y a des e-commerce qui ont plus de facilité, je pense à tout ce qui va être achat spontané. On revient à notre t-shirt avec Johnny Hallyday et Dracofeu dessus, entre autres. Les autres doivent s'adapter, et notamment quand tu as un produit cher ou que tu es sur une thématique aussi un peu border vis-à-vis des réglementations sur la pub. On a pu travailler avec quelques clients comme ça, mais je pense notamment à tous ceux qui sont dans le physique. Donc, obtenez des abdos, voilà, ça va être un vrai challenge de faire des publicités sans se faire arrêter par Meta. Ouais, bien sûr. Et juste, je reviens sur l'exemple du bateau à 10 000 $ pièce. Du coup, Ouais. quand tu dis que c'est un funnel un peu différent, enfin un tunnel de vente un peu différent, ça veut dire qu'en gros, là, ce client, il a un e-commerce. La personne arrive sur l'e-commerce, elle va bien évidemment pas, enfin j'imagine, elle va pas acheter son bateau sur le site, mais c'est Mhm. parce qu'elle est passée sur ton site qu'elle a déjà découvert ta marque que tu vas ensuite récupérer potentiellement son email parce qu'elle va s'abonner soit à ta newsletter, soit parce que tu as fait une landing où la personne peut être tenue au courant des prochaines sorties, je sais pas. Et ensuite, derrière, tu vas faire du nurturing et tu vas la travailler dans tes emails ou avec d'autres canaux comme du SMS par exemple. Est-ce que c'est un peu comme. Du display ici? Ouais, Non? ouais, Peut-être tu peux coupler à du display? Du display, ouais, on peut parler des emplacements Facebook Ads, mais globalement, nous, la quasi-totalité de notre budget va sur Facebook, Instagram, parce que tu as d'autres emplacements, genre le Audience Network, qui par rapport à Google Ads a un parc de sites, d'applications sur lesquels les pubs Google Ads peuvent apparaître. Là, je parlerai de display. Facebook a la même chose, en beaucoup plus petit. Alors là, c'est clair, mais la plupart de notre budget va sur Facebook et Insta, sur des publicités type native plutôt. De toute façon, typiquement, un produit à 10 000 euros, si tu veux le vendre, il faut que la personne soit martelée un peu partout, quoi. Clairement, clairement. Et pour répondre, Pablo, à ta question, ben, le client, avant, ce qu'il faisait, ce qu'il envoyait sur son site, ouais, où on pouvait acheter directement sur son site. Il y avait très, très peu bien d'achats. Et sûr. nous, ce qu'on a twisté, c'est que on renvoie sur une landing page qui te parle du bateau. On te dit pas combien ça coûte. Et en fait, on te dit, si tu veux savoir combien ça coûte et que tu vas avoir tous les détails techniques, tu nous donnes ton email, Mhm. tu réponds à quelques questions, on t'envoie la brochure avec l'argent. Enfin, avec l'argent, Ouais, tu avec fais, le prix. Si on dit le prix tout de suite, il y a plein de gens qui vont se barrer immédiatement et on pourra même pas aller travailler à l'emailing. Donc c'est pour ça que c'est un e-commerce, mais c'est complètement différent. C'est-à-dire que son prix nous pousse à travailler différemment que le t-shirt Dracofeu. C'est-à-dire, c'est un peu aussi comme tout ce qui est assurance ou autre. Au début, tu fais une simulation, tu récupères l'email, Exact. mais tu Ouais, dis pas justement le prix que ça va coûter, voilà, pour avoir tel niveau de risque ou autre. Et en gros, tu l'éduques avant même que il ait sa réponse ou c'est clair. Ouais. son réel besoin. Et là, typiquement pour le bateau, c'est pareil. Tu fais germer un petit peu la graine dans sa tête, où il se projette un peu, ouais, le bateau a l'air cool, la telle particularité et autres. Et une fois qu'il est bien chaud, enfin en Qui est tout cas bien qu'il est mûr. passé de froid à tiède, Ouais. tu vas performer dans la suite du bottom funnel, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et à la fin, on leur demande, bah écoute, si tu as envie d'en parler avec nous, book un call avec un responsable et puis on en discute quoi. Et puis généralement, c'est là que ça se fait. C'est pour ça que nous, on est incapable de traquer les achats avec nos campagnes, c'est-à-dire que Meta s'attribue rien, mais comme on est la seule source de trafic et avec l'emailing pour ce client, on sait pertinemment que c'est grâce à nous. Alors j'ai une question Antoine maintenant, voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ouais. Avec Pablo, je sais pas si on peut te le dire, mais on va te spoiler un peu, on va sortir une DNVB en tout cas le plus vite possible. Ok. En tout cas, ça serait bien qu'on la sorte au moins milieu d'année 2023, Ok. ça serait cool. Et imaginons, on fait appel à tes services. Ouais. Donc, comment tu procéderais pour promouvoir donc notre produit? On va pas vendre un bateau à 10 000 euros, on te spoil déjà. D'accord, vas-y. Mais on sera plutôt sur en dessous de 100 euros, on va dire. D'accord, On va ok. dire du standard. Je pense qu'on a aussi dans le petit exercice que demande Laurent, on a déjà fait un peu de Facebook Ads, parce qu'on aime bien en faire, Laurent et moi.
Donc on a Ok. déjà un peu de Facebook Ads qui tourne depuis quelques temps, mais bon, on pense que c'est pas assez optimal, donc on vient de voir et qu'est-ce que tu mets en place pour nous aider? D'accord, donc ça serait d'analyser votre compte. Comment je m'y prendrais, En c'est gros, ça? ouais, Exactement. un petit bilan, une analyse et ensuite, voilà, comment tu fais, les recos pour, passer, on va dire d'un truc qui est un peu bancal à quelque chose qui va performer et qui Ouais, va être une machine de guerre, quoi. aucun problème. Alors nous, on utilise une méthode depuis 1 ou 2 ans qui s'appelle, la méthode du pacto. Le P-A-C pactole, le le pactole. pactole, ouais, ouais. Pacto, devient le pactole. Ah, ça serait C'est marrant ça. d'essayer de trouver d'autres outils à rajouter pour que ça devienne le C'est pactole. ça. Bah, écoutez, ouais, c'est le pacto pour dire paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. C'est pour nous les 5 piliers, d'une campagne Facebook, mais comme d'une campagne de publicité, digitale. Et en fait, on va se baser sur ça et ça va aussi proposer des optimisations selon les problèmes qu'on rencontre à chaque niveau. On commence avec le paramétrage. Lorsque je vais arriver sur votre site, je vais regarder la fenêtre d'attribution. Est-ce qu'elle est la plus large possible? Est-ce qu'elle est homogène aussi par rapport à toutes les campagnes? Parce que il y a plein de petits désagréments à travailler avec des attributions qui sont complètement différentes entre les campagnes. Aussi, ça va être la structure de votre compte. Combien d'éléments actifs il y a au même moment? C'est-à-dire que dans une campagne, vous pouvez avoir plusieurs audiences. Dans une audience, vous pouvez avoir plusieurs publicités. Je vais voir, est-ce que vous avez le budget pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'éléments actifs? Est-ce que ça ralentit pas votre processus de test? Je vais regarder quel est le budget sur vos campagnes par rapport au CPA qu'on observe, donc le coût par acquisition, que ce soit coût par achat, coût par à tout carte. Mais par exemple, typiquement, je vois que vous avez un budget de 25 euros par jour, alors que votre coût par achat il est à 60 euros par jour et que vous avez 50 éléments à tester là-dedans, bah, c'est clair qu'il va y avoir un problème. Je vais regarder Mmh, aussi clairement. qu'est-ce que vous faites comme optimisation, à quel délai, c'est-à-dire entre par exemple des grosses optimisations, est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est tous les 3 jours? Parce que ça peut relancer évidemment l'apprentissage. Je vais regarder aussi sur quels emplacements vous faites de la publicité. Généralement, pour un début, on va vous proposer plutôt d'être dans des emplacements automatiques, c'est-à-dire vous gérez pas ça. Si vous commencez à jouer avec les emplacements, bah, est-ce que vous avez un historique qui vous permet de vous dire: «Oui, moi je vais être que là-dessus ou que là-dessus ou que là-dessus parce que ça coûte plus cher les autres ou parce que ça rapporte rien». Ensuite, je vais passer aux audiences. Effectivement, si tu as beaucoup d'audience, bah, tu as un énorme risque de chevauchement, à savoir que sur tes propres campagnes, elles se battent toutes les 2 ensemble et bah, comment dire? Artificiellement, ça va te coûter plus cher de diffuser ces campagnes parce que l'une d'entre elles sera moins forte que l'autre. Je vais regarder ce que tu fais des exclusions d'audience froide sur des exclusions d'audience chaude sur tes campagnes d'audience froide. Mhm. Parce que si tu le fais pas, bah, il est fort probable que tes campagnes d'audience froide attaquent les audiences chaudes vu que tu les exclus pas et du coup, ça porte préjudice à tes campagnes de Là, c'est retargeting. Antoine, excuse-moi de te couper. En gros, les audiences chaudes, c'est les personnes qui te connaissent déjà ou Pardon, ouais, voilà, qui sont oui, déjà passées sur le effectivement. site ou qui ont déjà acheté. Tu les retires des audiences froides qui, elles, ne te connaissent pas pour pas que ça fasse doublon, quoi. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Aussi, et ça, c'est très propice quand tu commences, tu fais des groupements d'intérêts. Là, je pense surtout aux audiences froides, c'est-à-dire tu ajoutes l'intérêt Pokémon, rock'n'roll, tu en mets plein ensemble et tu te dis: «Ouais, il y a forcément un client là-dedans qui va être intéressant». Bah, ça peut être des groupements d'intérêts inutiles si Ouais. tu les as pas testés individuellement. Est-ce que aussi, et ça je le retrouve énormément dans des campagnes de retargeting, il y a une sursegmentation des audiences chaudes. C'est-à-dire, j'ai 10 de 10, pardon, j'ai tellement l'habitude de travailler avec les dollars. J'ai 10 euros de budget en retargeting, je vais dans ta campagne, je vois qu'il y a 5 audiences différentes. Et c'est pas possible, en fait, enfin, tu vas dépenser inutilement, tu vas dilapider ton argent. Ouais. Ensuite, je vais regarder les créatifs. Puisqu'on est en conversion directe, nous, on va regarder des métriques comme le taux de clic sur lien, qui idéalement est à 1%. Après, c'est une métrique un peu large. Le CPC, donc le coût par clic, la différence entre le coût par clic et la vue de page, le coût par vue de page, parce que ça, encore une fois, il peut y avoir une différence et ça peut montrer que ton site a un problème de chargement. Ensuite, je vais regarder le hook rate, à savoir combien sur tes vidéos, combien de pourcents de gens vont regarder au moins les 3 premières secondes. C'est un hook sur Facebook, c'est 3 secondes. Sur TikTok, je crois que c'est 1 seconde. Donc, tu as intérêt à être encore plus accrocheur, encore plus agressif. Et Ensuite, Antoine, ouais, vas-y. Antoine, juste un truc, le clic, non, le taux de clic sur le lien, c'est le CTR, c'est ça, non? Exactement, Et CTR sur lien. il me semblait qu'à l'époque, c'était 2%, non? Ça a baissé Alors, t'as ces CTR derniers et temps Ah, à CTR moi, cause sur lien, du taux effectivement. d'attention? Ouais. Moi, j'ai toujours été, enfin, on m'a toujours dit 1%. Après, encore une fois, ça, c'est des moyennes.
Disons que Mhm. j'ai des pubs qui ont des taux de clics sur lien à 0,5% et qui font de très bons chiffres. Qui enchaîne bien derrière. Ça, c'est vraiment, disons, comment dire? Si tu vois que tu as un coût par acquisition qui est super élevé, tu commences à regarder tout ça. Tu dis: «Bon, bah, est-ce que, c'est mon tunnel de vente? Mais d'abord, je vais commencer par regarder mes pubs. Est-ce que mes pubs cliquent?» Si tes pubs, elles cliquent pas et que tu as un coût, par acquisition qui augmente énormément, bah, c'est peut-être qu'il y a un problème avec tes pubs, tu vois? Donc il faut que tu améliores le fait qu'elles soient plus vues, donc notamment avec le taux de 3 secondes, le taux de 15 secondes aussi, parce que si tu as des pubs qui durent plus de 4-5 secondes, bah, c'est important que les gens la voient entièrement. Puis après, faire des taux de conversion, comment ton budget se distribue aussi par rapport à tes pubs. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de tester dans tes pubs des créatifs de formats ou de styles différents, à savoir du UGC ou des trucs un peu plus design, de la vidéo, contre des carousels, des images, avec des taglines ou sans tagline, tout ça, tout ça. Donc ça va être la partie créative. Tu auras le tunnel de vente. Alors là, globalement, bon, bah, là, je pense qu'on est complètement dans votre domaine. Mais c'est juste de C'est faire ça. des taux de conversion à chaque étape et de voir où ça se casse la gueule un peu. Et de regarder évidemment le tracking. Et puis après, les offres, bah là, c'est est-ce que ton offre, elle a été testée avant? Est-ce que tu as une preuve que cette offre ait fonctionné? Comment on pourrait augmenter la valeur perçue de cette offre sans que ça ne te coûte plus cher? Et puis voilà, ajouter de la valeur, créer des bundles, augmenter la lifetime value, augmenter l'average order value aussi, etc., etc. Ok. Et côté technique, est-ce que vous mettez en place l'API conversion? Parce que je sais que souvent, ça c'est un peu la hantise des e-commerçants. Ouais. Avant, c'était très simple, hein. Tu mettais ton pixel Facebook dans la balise aide du site, ou des fois, tu pouvais le rentrer directement via Shopify, via un petit emplacement dans les paramètres. Mhm. Mais en tout cas, là, l'API conversion, c'est un autre niveau. Certaines applications le font, mais elles ne marchent pas tout le temps très bien. Mhm. Notamment même le canal Facebook, hein, quand on installe sur Shopify, des fois, bah, l'API ne prend pas en compte correctement et Ouais. on a un défaut de remonter. Ça, vous le gérez ou vous sous-traitez? Comment ça se passe de votre côté? Maintenant, on le gère parce qu'on a un expert en tracking. Je l'ai fait venir plusieurs fois sur social selling, qui s'appelle Rémi et qui est excellent là-dedans. Ce qu'il vous dira, le point, c'est que effectivement, tu peux installer, et je pense sincèrement que Shopify d'ailleurs est peut-être le e-commerce le plus simple à brancher avec un API de Ouais. conversion. Pour répondre à ta première question, oui, nous, on utilise l'API de conversion, on essaye de le mettre sur à peu près tout le monde. Disons que la solution peut-être la plus technique, mais la plus puissante à ce jour, et sur laquelle tu peux tout de suite repérer lorsqu'il y a un problème, c'est Google Tag Manager. C'est plus technique, mais effectivement, si tu as un problème avec ton API de conversion qui a été installé avec Shopify, ben, s'il y a un problème, tu sais pas comment le régler en fait, parce que Shopify, je sors les mots de Rémi à ce sujet, mais c'est des boîtes noires. Ouais. C'est juste, ça t'aide, c'est facile. Si tu as un problème, c'est mort. Donc le mieux, C'est ça, ouais. l'idéal vraiment, c'est d'avoir le Google Tag Manager qui te permet de tester d'ailleurs en avance tes trackings. Et si jamais il y a un problème sur ta nouvelle version, tu reviens à l'ancienne version. Donc c'est parfait. Ok, nickel. Tout à l'heure, Antoine, tu parlais de budget et tu as évoqué plusieurs exemples en disant que bah, parfois, tu avais quand tu as un petit budget mais que tu vises trop d'audience, ça sert à rien parce que ton budget justement est trop dilué. Trop dilué, Exact, ouais, dilapidé, ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner, si tu as ça sous la main, ton calcul que tu fais, si tu en as un, pour essayer de calculer un peu le budget idéal par jour? J'imagine que c'est en fonction du CPA et des objectifs de vente que la personne a par jour. Ou voilà, est-ce que vous avez un calcul où vous vous dites, bah voilà, je sais que le CPA il est à temps, il va atteindre tant de ventes, donc j'essaie de calculer mon budget idéal comme ça. Ouais, c'est complètement ça. L'idée, c'est évidemment d'éviter. Alors, en publicité Facebook, lorsque tu lances des campagnes, il va te dire qu'il est, par exemple, en phase d'apprentissage. Ouais. Ce qu'on veut éviter à tout prix, c'est que tu sois en apprentissage limité. Ouais. Apprentissage limité, c'est quand tu n'as pas assez de conversion et qu'au final, bah, Meta n'est pas arrivé à te sortir réellement le meilleur coût de conversion qu'il aurait pu te sortir de manière générale. Donc, pour répondre à ta question, on peut se mettre dans plusieurs facteurs. Tu viens de te lancer ton e-commerce, bah, c'est clair que, par exemple, le retargeting, ça ne va pas être ta préoccupation. L'objectif, c'est de faire un maximum d'acquisition. Tu peux mettre de l'argent en retargeting. La seule limite, ça va être ta fréquence. Maintenant, pour te donner des vrais chiffres, il y a moins d'un an, j'avais fait une étude sur nos comptes et c'était assez sidérant. C'est-à-dire que j'avais pris les plus petits comptes et les plus gros comptes pour voir comment ils dépensaient.
Sur le segment 10 à 20 000 dollars par mois, 59% du budget était attribué en acquisition, 41% était en retargeting. Wow. Sur le segment plus de 60 000, on était à 85% en acquisition et le reste en retargeting. Donc, disons que petit à petit, en fait, ton budget commence à bouger, quoi. Ouais. C'est un peu organique, ce truc. Ah ouais, donc en fait, tu dirais que les plus petits budgets, en fait, il y a intérêt à. Bon, j'imagine sans avoir trop de fatigue publicitaire, mais tu as intérêt à mettre un peu plus de budget dans le retargeting. Et en fait, après, plus tu scales, enfin, plus tu augmentes de budget et plus tu vas mettre dans l'acquisition, potentiellement. Ouais, clairement. Bah après, comme je disais, si tu viens de te lancer en acquisition, de toute façon, Oui, parce là, tu que fais je que suppose que quand d'acquis. tu lances ta pub, t'es pas, quand tu lances ton e-commerce, t'es peut-être pas tout de suite à 10 000 Ouais, dollars c'est par sûr, mois. c'est sûr, Mais au début, bah, c'est clair que c'est 100% de bien l'acquisition. sûr. Puis au bout d'un mois, bon, dépendamment de combien de personnes tu es allé rechercher, combien de personnes il y a eu sur ton site surtout, là, tu vas lancer le retargeting et tu vas regarder est-ce que mon retargeting, au bout d'une semaine, ça donne quelque chose ou il y a 3-4 jours où il se passe absolument rien et pourtant je dépense. Bon, là, ça veut juste te dire que c'est peut-être un peu trop tôt, que ton audience est peut-être trop faible. Tu vas regarder ça avec ta fréquence et ton coût par clic. Si ta fréquence elle est énorme et que ton coût par clic sur lien, pardon, il est très faible en retargeting, bon, voilà, passe ton budget en acquisition et puis retravaille en acquisition, quitte à, limite, essayer de choper l'email de la personne qui vient sur ton site et le travailler en emailing. Parce qu'en l'occurrence, l'emailing, t'as des charges fixes, mais disons que ça coûtera moins cher que d'aller les choper en retargeting et que les gens cliquent pas dessus, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. J'ai une petite question, Antoine. Vas-y. Je me souviens d'un podcast que j'avais écouté et c'était vachement intéressant. Aïe, aïe, Et aïe. donc, je crois que vous expliquiez tous les deux Ouais. la fameuse règle du 3x3. Oui, ouais, effectivement. Et ça, j'ai trouvé que c'était super intelligent parce que, en fait, les gens, ils blindent soit de campagne, soit d'adset ou soit de créa. Je me souviens, j'avais vu passer dans un groupe Facebook sur l'e-commerce. Oui, moi, j'ai mis 20 créas, j'ai mis 20 Nickel. variantes de vidéos, enfin, Ouais. 5 carousels, machin. Mais en fait, non. Non, ce qui va se passer nécessairement quand tu vas mettre, même avec des gros budgets, hein, mais ce qui va se passer si tu as 20 publicités, il y en a une qui va prendre 80% du budget, l'autre 15% et le reste va se partager des miettes. Est-ce que ça va te donner une réponse précise sur tes questions, à savoir est-ce que sur mes 20 publicités, toutes sont fonctionnelles ou pas? Non, pas du tout, ça va être complètement arbitraire. Facebook, parce que il est comme ça, va s'occuper d'une seule publicité et du coup, bah, tu n'auras pas les réponses. Aussi, à plus grande échelle, tu as 20 publicités, 20 audiences, etc. Bah, ton budget va juste être dilapidé parce que Facebook va vouloir tester un peu tout au début. Tu vas perdre plein d'argent là-dessus et puis ensuite, on revient au problème A, c'est que tu n'as pas de réponse. Donc, En plus, effectivement, ouais, vas-y, dis-moi. ils se cannibalisent entre eux au final, parce que si tu as plein d'audience, ils vont se chevaucher, et ça va poser On revient énormément de problèmes au exactement à ça. final. Quand je fais des diagnostics et des audits, c'est probablement le problème numéro sur 5, sur les 5 plus gros problèmes, je pense que c'est soit le 4, soit le 5, à savoir il y a trop d'éléments actifs et il n'y a pas un budget qui te permet d'avoir autant d'éléments actifs, ne serait-ce que même si tu l'avais sur des campagnes différentes. Donc la règle des 3-3, elle est parfaite. Tu te mets maximum 3 campagnes au début, enfin 3 campagnes si tu as besoin, mais je dirais plutôt 2 campagnes, retargeting, acquisition, 2-3 audiences pareil, 2-3 pubs actives max. Et même si tu démarres, je pense que je passerai à quasiment 2-2-2. Parce que je veux des réponses rapidement. Je veux pas attendre une semaine avant de savoir si cette pub ou cette pub, soit elle va dépenser, soit elle va dépenser et pas avoir de super bons résultats. Faut aller vite en fait. Voilà. Faut aller vite. Donc, Exactement. D'ailleurs, à l'époque, je crois qu'on était plutôt sur du 2-5-5, et en effet, comme tu dis, maintenant, on est plutôt de 2-2-2. ouais, Parce clairement. que, enfin, voilà, en Tu général, auras même la phase l'occasion d'apprentissage. de tester plus de choses après. On aura peut-être l'occasion d'en parler après, mais il y a des paramétrages qui te permettent de tester plein de choses assez facilement, surtout quand tu es dans une optique de j'ai la performance de bonne pub qui est en train de diminuer. Comment est-ce que je peux relancer ces publicités sans avoir à en refaire? Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on Ouais, utilise totalement. notamment avec le Advantage Plus ou le Dynamic Creative, qui sont d'excellents outils. Voilà, je vous le dis, si en e-commerce, vous aviez de très bons résultats avec des publicités et puis d'un mois à l'autre, ça commence à tomber, vous changez le paramétrage. On revient à la méthode du Pacto. Donc, le Pacto, paramétrage, c'est les optimisations les plus rapides à faire et celles qui peuvent avoir des effets le plus rapidement possible. Bah, tu changes le paramétrage et là, ça va relancer.
en théorie. J'ai une rapide question avant de laisser la main à Pablo pour une Ouais, question, je pense, qui est brûlante pour lui. ok. Aïe, aïe, aïe. Alors, ma question, c'est un peu personnel, c'est-à-dire que nous, voilà, on prêche un petit peu le CRO, comme tu peux le voir. Ouais, oui, oui, bah, Et bah, nous, on est un petit peu le dernier maillon de la chaîne, mais toi, tu arrives dans les premiers, et c'est pas le premier. mhm, Et imaginons la campagne, tu la lances, ça se passe bien, tu fais tout ce qu'il faut, etc. Mais tu as un ROAS éclaté au sol, comme dirait Pablo. mhm. Et en fait, bah, le client, il vient te voir, il dit oui, je comprends pas, ROAS, c'est vraiment, voilà, on a 0,5, comment ça se fait, vos campagnes ne performent pas du tout. Tu lui dis, bah non, enfin, voilà, comment tu gères un peu cette situation, sachant que tu penses que tu n'es pas voilà, directement en cause, Ouais. et comment tu procèdes derrière pour bah, lui faire comprendre que voilà, il va falloir qu'il revoie un petit peu certaines choses. Parfait. Bah écoute, on va reprendre ce truc un peu méthodologique de, on part, vu qu'on envoie le trafic depuis Facebook Ads, on commence à regarder. On se dit, est-ce qu'on vient de lancer une campagne et cette campagne, elle marche pas du tout? Est-ce qu'on a un historique? On a un historique que, par exemple, les audiences qu'on utilise, l'offre qu'on utilise, elle fonctionne et elle fonctionnait bien auparavant. Là, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas. Ok. Donc, au moins, on va se dire que l'audience a déjà eu du succès auparavant. C'est pas l'audience. On peut regarder, comme je vous disais, le paramétrage. Bon, globalement, si tu as eu du succès avec un paramétrage, tu vas jamais le changer. Donc, c'est probablement pas le paramétrage. On va regarder les publicités. Est-ce que les publicités, elles cliquent? Est-ce que le coût par 1000 impressions, donc ce que ça coûte de faire de la diffusion, coûte plus cher qu'avant? Si c'est le cas, ça veut dire que bah, tes publicités sont peut-être moins efficaces qu'avant, ou peut-être que tes concurrents le sont beaucoup plus. Et dans ces cas-là, tu as peut-être un problème avec tes publicités. Et tu le verras aussi avec ta fréquence qui va commencer à augmenter parce que vu que ça te. Comment dire? Vu que tes pubs sont moins efficaces, Facebook doit les montrer plus souvent aux mêmes personnes, donc il va te faire payer plus cher. Tu vas avoir un taux de clic qui est plus faible, nécessairement, parce que ça demande beaucoup plus d'impressions pour que la personne clique, ne serait-ce qu'une fois. Là, par exemple, j'entourerais que bah, mon ROAS est plus bas parce que mes pubs sont moins Mhm. efficaces, donc elles me coûtent plus cher, donc je perds en rentabilité. Après, Et cas voilà. inverse, imagine tu performes bien sur quasiment tous les KPI, genre tu as un bon CTR, Ouais, un bon CPM, bon le CPA il est éclaté parce que le ROS aussi, au sol, au mais sol, au sol, et on au précise. sol, Ouais, précisons on bien, c'est précise. important. Et donc imaginons, là tu te rends compte qu'en fait finalement ta campagne elle est bonne, mais c'est le site derrière qui performe pas, tu vois. Ouais, 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 Ils arrivent bien sur les pages produits, mais la page produit, bah, malheureusement, tu n'es plus maître des cartes. Donc ouais. là, comment tu fais pour gérer le client qui te dit oui, mais non, mais moi je suis sûr que c'est vos campagnes qui sont éclatées au sol pour rester encore là-dedans. Et tu dis, bah non, non, moi je suis quasiment sûr que c'est pas mes campagnes. D'accord. Donc Et comment bah, tu fais pour retourner la situation et qu'est-ce que tu vas lui conseiller et voilà, comment tu vas gérer en fait. d'accord. Bah, j'ai une superbe histoire avec à ce sujet. On adore les histoires avec Maintenant, Pablo. ce que tu peux d'ores et déjà faire, si tu as un historique, c'est de dire, bah, historiquement, tous ces éléments qui fonctionnaient, ils donnaient tant de résultats. Aujourd'hui, ils donnent tant de résultats. Donc, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Donc, c'est probablement sur la landing page, c'est probablement vous avez fait un changement et ça nous est aussi arrivé. Alors, ça, quand j'y repense, bah, d'ailleurs, c'était le même client qui, juste avant son Black Friday, changeait son option de paiement. Et ça Oh, avait fait tout sauter. l'enfer. Et ce même client, et Terrible. d'où l'histoire que je voulais vous raconter, mais on se rendait compte que son site était absolument pas optimisé pour recevoir ne serait-ce que du trafic. En fait, il y avait trop de portes de sortie, il y avait trop d'affiches, l'affichage mobile était terrible. Et en Ah, fait, on s'est dit, dur. si on fait des grosses offres de rabais et qu'on envoie sur son site, on est mort. Donc, disons qu'on lui en a parlé, il en a été très conscient, mais il a juste dit: «Mais moi, par contre, je change pas mon site, en fait». C'est, parce que changer un site, alors je l'ai pas fait, donc je peux pas le dire, mais changer un site, je suppose que ça reste quand même beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup d'incertitudes pour l'annonceur de base, donc il était très frileux à le faire et c'est pour ça que nous, bah, au lieu de renvoyer sur son site, on a créé une landing page qui était dédiée, où il y avait quasiment bah, aucune porte de sortie, c'est-à-dire qu'on te demandait de faire un seul truc et pas autre chose. Et lorsque la personne cliquait pour acheter, eh bien, on avait pris un lien de checkout qui était dédié et qui renvoyait là pour le coup sur le site du client, mais c'était juste la page checkout. Donc en l'occurrence, il n'y avait plus tous ces problèmes. Mais effectivement, si tu arrives avec les chiffres, si tu arrives de façon logique à dire que bah regarde, nos pubs, elles cliquent, on a les mêmes audiences, le CPM, il n'a pas bougé, c'est probablement au-dessus que ça se passe.
Après, bon, ça dépend de ton client, mais je pense que si tu arrives de façon logique et que tu te bâcles avec les chiffres, il devrait pas y avoir de problème à convaincre. Est-ce que vous, Est-ce ça que vous est vous avez arrivé, ouais? construit un... Ouais, on a eu ce cas-là, en effet. Mais, ouais, ouais, clairement, ouais. Ça arrive après, hein, c'est voilà, Mm. c'est quelle est la relation que tu entretiens avec ton client et quels sont les chiffres que tu peux sortir qui peuvent appuyer Mhm. ton propos? Justement, sur les chiffres, Après, Antoine, ouais, ouais. ouais, justement, excuse-moi, Laurent, sur les chiffres, tu disais, parce que c'est vrai que nous, on regarde beaucoup les chiffres de la conversion on-site, donc ce qui se passe sur Bien le sûr. site internet, avec le taux de conversion, le taux d'ajout au panier en e-commerce, etc. Ouais. Vous regardez pas mal aussi les chiffres, vous regardez plutôt les chiffres côté Facebook, mais tu disais quand même, c'est là où on se rejoint un peu, c'est assez intéressant, et d'ailleurs, je pense que Laurent, il faudrait qu'on aille plus dans ce sens-là aussi, nous, dans nos audits, c'est que là où on se rejoint, c'est déjà, vous allez regarder le coût par, enfin, tu vas comparer le coût par clic sur lien avec le coût par vue de page d'atterrissage. Par Et exemple. j'imagine qu'en comparant le nombre de clics et le nombre de vues de la page, bah, tout de suite tu vas voir s'il y a un gros décalage. Tu vois que comment dire que bah il y a le Quand le bah, chargement est temps de trop long. chargement est trop long. Et puis j'imagine Mhm, que tu mhm. surveilles aussi les pages d'après pour voir peut-être les taux de rebond ou les drops au niveau des conversions à chaque étape pour tout de suite aller identifier où est le problème. Est-ce que le goulot d'étranglement il est au niveau de Facebook ou il est au niveau du site? Et ensuite, bah, je vais voir mon client derrière en disant bah, écoutez, Facebook ça marche bien, mais en revanche, au niveau du site, il y a telle étape où la conversion c'est pas top. Ça, vous le faites Ouais. aussi, vous allez jusqu'à ce niveau-là, un peu de granularité? Si, bah, disons que s'il y a vraiment un gros problème, on peut être amené à aller regarder l'analytics du client. Ok. On peut être amené à alors, en l'occurrence, on va jouer pas mal avec le Shopify du client. Alors, je parle de Shopify parce qu'il nous sort tout de suite, tous les chiffres Ouais. intéressants sur le taux de retour des clients, le taux de conversion et cetera. Donc c'est sûr que si on observe qu'il y a des baisses, on peut aller d'abord regarder sur Shopify et voir est-ce que bah, voilà, il y a une saisonnalité avec ce client? Est-ce que l'année dernière, c'était pareil? Est-ce que, ben, voilà, tu vois? Travailler, mais c'est clair que s'il y a un gros problème et on n'arrive pas à mettre la main dessus, le doigt dessus, Mm. bah, on va demander à avoir plus d'accès avec le client, avec son Google Analytics, avec, plus d'informations sur, comme tu disais, le taux de rebond qui est très, très bien, qui est une très, très bonne métrique pour savoir si, et ça aussi, c'est comment dire? J'en profite parce que c'est un autre terme, mais c'est, tu sais, un peu la cohérence marketing. C'est-à-dire que les gens, ils cliquent pour une publicité, Mhm. ils cliquent pour un visuel, un copy, ils cliquent pour, voilà, un élément A qui compose plein de mini éléments et lorsqu'il arrive sur ta page, s'il retrouve pas, le même texte, s'il retrouve pas la même offre, s'il retrouve pas, un peu les mêmes couleurs, par exemple, qui peuvent être utilisées, ça peut être une espèce de friction qui va faire que: «Waouh, mais je m'attendais pas à ça» et il se barre, Ouais. clairement. Tu vois, par exemple, quand je vous ai parlé de ma publicité UGC, que je prenais pour, J7 où je filmais mon écran et je filmais notre tunnel, notre page d'inscription webinaire, c'est pour éviter ça. Parce qu'en fait, je veux montrer aux gens, Ouais. si vous cliquez sur ma pub, vous allez voir ça et lorsque vous allez devenir un lead, vous allez voir cette page. Ouais, ouais. Tu vois? Ouais. Ouais. C'est le AdSense, quelque chose comme ça. Alors, je dirais plutôt la cohérence publicitaire en français. Mais voilà, c'est des, tu sais, c'est plein de petits trucs comme ça sur lesquels tu peux travailler. Mais clairement, ouais, s'il y a un problème, bah, va falloir qu'on se retrousse les manches plus que d'habitude et qu'on trouve où est le problème. Il y a vraiment des... Est-ce que J7 Media, par exemple, enfin, ils ont tout intérêt pour améliorer le ROS de leurs clients à configurer ce qu'on appelle une A-team ou une A-team en Ouais, anglais, je vois, ouais. euh, parce que tu as tout intérêt à avoir un bottom funnel qui performe pour que ton ROS remonte. Après, enfin, ça dépend comment tu vas gérer les attributions, Ouais, mais en tout cas, un bon SMS marketing, un bon email marketing, un CRO au top, et peut-être, je sais pas, une équipe du X ou autre qui peut également faire quelques recours en complémentarité de vos campagnes pour que, bah, en fait, tout ça s'harmonise et que le client, à la fin, il ait un ROS le plus maximalisé possible. Parce que si toi, tu arrives et tu es déjà menotté, parce que voilà, tu as un site qui est éclaté au sol, derrière les campagnes emailing, enfin, elles ne performent pas, il n'y a pas d'SMS, ou il n'y a pas de retargeting avec des messages. Je sais pas, à l'époque, je sais que ça se faisait pas mal aussi via le Messenger Facebook. Ça avait des taux d'ouverture ouais. monstrueux. Et pareil, une UX, je sais pas, on a eu des cas typiques là où bah, les sites étaient faits par des graphistes, mais donc c'était des UI, pas forcément des UX ou des DA purs. Mm. Et également, il y a des bugs souvent sur les sites. Tu vois, on a eu un bug récent qui était assez compliqué à gérer, c'était que la personne, elle scrollait. Au bout d'un Ouais, certain niveau de scroll de la page, tu avais un stick qui venait masquer le bouton ajout au panier. Enfin, c'était horrible. nice, Et en ouais. fait, ça, On on a eu la même on chose s'en avec est rendu Ericom. compte avec Analytics. Et on ne comprenait pas ça ajouter au panier correctement
en dessous de 50% de scroll, tout était bon. Et dès qu'on scrollait plus de 50%, le sticky prenait le relais et il masquait le bouton. Et ça, quand tu as une équipe globale, au final, le client, il se dit, vas-y, c'est bon, c'est tapis rouge, ça va le faire, parce que tout le monde met la main à la pâte pour la même vision, le même résultat. Au final, il va s'y retrouver, tout le monde va s'y retrouver, en final, tu vois. Tu vas Je pouvoir scaler comprends. tes campagnes. Je comprends. Alors, je pense que ça reste finalement une stratégie. Et là, c'est plus en rapport avec l'annonceur, c'est plutôt une stratégie d'agence, c'est plutôt une stratégie d'entreprise. Est-ce que tu as envie d'être une entreprise qui fait de tout et qui, lorsqu'un client arrive, va être accompagné par des experts dans tout leur domaine, dans leur domaine respectif? Je pense que ça, c'est souvent le cas finalement sur des très très grosses agences. Je pense pas dire de bêtises si je dis que par exemple un Havas, c'est très probablement ce qu'il propose avec des gros clients. Maintenant, nous, on a fait ce choix de s'orienter uniquement sur de la conversion directe, donc avec Facebook Ads, de le maîtriser. Tu parlais de SMS marketing, on a des experts en emailing qui aussi se mettent sur le SMS marketing. Et d'ailleurs, le SMS marketing, c'est complètement dingue ce qui est en train de se passer à Clairement. ce niveau-là. De toute façon, tous les gros médias un peu e-commerce, marketing numérique parlent du SMS parce que de toute façon, l'emailing te coûte entre guillemets rien par rapport à ce que pourrait te coûter Facebook Ads. Parce que tu peux retravailler tout le temps les gens. Le SMS, les taux d'ouverture sont juste gigantesques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a. On a aussi, alors, sous une autre entité qui s'appelle Pure Commerce, parce qu'à chaque fois je confonds avec Commerce Elite qui est son podcast Ouais. titré, mais Pure Commerce, on a aussi des experts en Google Ads. Là, Pure Commerce, c'est plus sur donc les e-commerce de manière générale, quand J7 Media est juste sur le Facebook Ads. Là, je pense, pour répondre plus précisément à ta question, je pense que c'est surtout une stratégie d'entreprise. Nous, on a pris cette stratégie pour l'instant, mais effectivement, qui sait, l'année, peut-être dans plusieurs années, avoir quelqu'un, tu vois, par exemple, on a eu un expert en tracking, c'est quelque chose qui était ultra demandé, c'est quelque chose qui est un gros problème pour l'annonceur tant que pour nous, et pour une agence qui fait de la pub de manière générale, parce que si tu n'as pas quelqu'un qui est bon en tracking et que tu as des problèmes de tracking avec ton client, tu as beau dire tout ce que tu veux, mais le client, à la fin, il va se casser, il va aller voir Bien quelqu'un sûr. d'autre, quoi. Alors après, pas Ouais, forcément en interne, mais imaginons que tu puisses dire, voilà, écoutez, nous, on a bien compris votre brief. ouais, Maintenant, on vous propose de travailler ensemble, mais on aimerait également que vous puissiez faire intervenir un tel et un tel, parce qu'en fait, on juge qu'ils sont nécessaires mhm, à la bonne réalisation de la mission. d'accord. Tu vois? Ah, mais tu veux faire du business avec moi, il n'y a pas de problème. C'est ça. Non, mais en fait, l'idée, c'est d'avoir une idée globale, Ouais, parce que comme ton ROS, il est directement impacté bien par les sûr, oui, résultats oui, je ceci. comprends. Tout à l'heure, tu nous donnais un exemple que tu as dû contourner le site du client, tu vois, Oui, pour arriver ouais, à, ouais, ouais. faire ta propre mission. C'est quand même fou. Nous, on n'irait pas jusque-là, je pense pas, mais c'est quand même dommage que tu en arrives à trouver des plans B pour faire ton job, en fait, tu vois. Clairement, mais C'est... c'était un gros client à l'époque. On ne travaille plus avec ce client, mais c'était pour nous un gros client à l'époque, donc on se devait de trouver des solutions. Après, j'ai parlé d'emailing, j'ai parlé de Facebook Ads, etc. Créer des landing pages, c'est ce qu'on fait aussi, nécessairement. Parce que créer un lead magnet sur Shopify, je saurais pas trop comment m'y prendre. Au moins, nous, on utilise Unbounce. Voilà, Ok. je pense que vous connaissez. Ouais, bien sûr. Ouais, ClickFunnels, non? T'as pas ouais, ouais, testé? exactement. Tu crées on travaille pas mal avec Unbounce, on le maîtrise parfaitement. S'il y a Ok. besoin d'un lead magnet, s'il y a besoin de créer, je sais pas quoi, une page de vente, on sait le faire. On sait le faire et on sait que c'est aussi très important de savoir le faire parce que tu peux te retrouver voilà, justement avec soit un site qui convertit pas, soit tu vas demander des choses à ton client qu'il n'est pas capable de faire. À savoir, crée-nous une page capable de faire ci, ça. Il sait pas le faire. Lui, il a pris Shopify. Je cite beaucoup Shopify, mais parce que c'est vraiment le truc le plus simple et c'est aussi le truc le plus populaire. Mais il a pris Shopify pour, entre guillemets, pas s'embêter avec ça, pour avoir plein de plugins qui se mettent facilement. Donc, euh, donc c'est pour ça que nous, on s'est créé une petite expérience là-dessus. Mais je te rejoins totalement. C'est sûr que dans l'idéal, avoir une équipe pareille, une équipe d'Avengers de la conversion, c'est clair que C'est c'est le exactement top. ça. Mais après, il faut les trouver, il faut créer ton business plan avec ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est des questions On, d'entrepreneur à partir de là. on reparlera d'une offre J7 Media
versus, enfin, J7 Media Ouais, avec on va s'en Publicia reparler. On va s'en reparler. je pense qu'on a un truc sympa à faire. Mais bon, bah, trop cool. Écoute, je pense qu'on va passer aux dernières questions du podcast, parce que je vois que le temps Ouais, file. Mais en tout cas, merci pour toutes ces recos, c'était vraiment top. Et puis, je pense qu'on se refera un épisode, tellement il y a de choses à dire, on se refera un épisode prochainement, peut-être fin 2023, sur toute l'expérience que tu auras pu acquérir en 2023. Voilà, c'est avec plus un grand plaisir. épisode, c'est Ouais. une série qu'il faut Ouais, faire. ouais, qu'on fasse une série Aïe, là, aïe, aïe. c'est clair. Faire des tables rondes. Mais pourquoi pas faire des tables rondes d'experts dans plusieurs domaines? Ouais, ouais, carrément. Ou Ouais. alors on prend e-commerce et on le décortique ensemble côté acquisition et Exact. conversion. Ouais, ouais. On va faire Ah, ça. ça pourrait être énorme, hein. On prend un Ouais, e-commerce de zéro et on dit voilà, tout le monde autour de la table et comment on fait ouais, exactement. Comment un tu beau ferais à boost chaque à étape? cet e-commerce. Ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. l'e-commerce, On copiera l'acquisition. un peu ce qu'a fait Kudak avec son émission Pimp My e-commerce, je sais pas quoi. J'ai Ah oui, commencé, ah oui, j'ai exact. pas fini, Pimp My mince. Brand. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Très sympa, très sympa. Mais bon, écoute, on fera la même version outre-Atlantique du coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Du coup, dernière petite question. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu tes modèles ou inspirations pour la partie ads et notamment e-commerce ou un peu de la veille Ouais, bien marketing, sûr. voilà. Comment tu te renseignes sur Euh, tout ça? Ok, bah pour la veille, je dirais. Alors, pour ceux qui veulent vraiment faire de la veille sur Facebook, allez sur Facebook Business. Ouais. Faut se mettre un peu les mains dedans parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont complètement inutiles. Mais si vous naviguez, vous risquez de trouver des trucs assez intéressants. Je ne peux pas vous dire précisément quels onglets, il faut vraiment jouer un peu. Maintenant, pour les marketeurs, alors, je suis désolé si j'écorche son prénom, c'est la première fois que je le dis à l'oral. On a Cody Plofker, qui a une super newsletter. On a Nick Sharma, on a Alex Hormozy qui a fait ce super bouquin des offres à plusieurs millions de dollars. Alors, je l'ai traduit, mais allez regarder Alex Hormozy, c'est un boss quand il s'agit de créer des offres. Il y a les gars de Common Thread, qui sont une agence. Il y a les gars de Thesis Testing, notamment ce que fait Dara Deney, première fois que je le dis à l'oral aussi, je sais pas comment ça se dit. Savannah Sanchez aussi, qui est la papesse du TikTok Ads et du UGC, donc on s'en parlait. Regardez ce qui se passe sur les autres plateformes pour ensuite adapter. En termes de newsletter, j'ai Adota avec un journaliste qui s'appelle Pesach Latine. Parfait aussi, vraiment stratégie à propos de Meta, Google Ads, etc. Ok. On a la newsletter de DTC, on a la newsletter du AdWorld, on a la newsletter de Matt Navarra, qui est un commentateur de la tech. Et ensuite, pour les podcasts, j'ai le rendez-vous tech avec Patrick Béja, qui est beaucoup plus tech du coup. On a Banous avec Laurent Pérez pour des sujets très techniques et assez variés. On a le café de l'e-commerce avec Laetitia et Adrien, que je salue. On a vous, parce qu'avoir des idées de test, c'est aussi le nerf de la guerre. On a le rendez-vous marketing avec Danilo Duchesne, qu'on connaît bien, et quelques fois, je vais écouter Perpetual Traffic, qui est un podcast autour de la publicité Facebook. Je dis quelques fois parce que, bon, je me permets, ils sont anglais, ils nous écouteront jamais. Parfois, c'est beaucoup de vide qu'on comble, mais voilà. Mais il y a des épisodes où ça peut être très très intéressant. Trop bien. Je vois que alors, tout ce que tu viens de citer, on le mettra bien évidemment en lien de cet épisode pour que tout le monde puisse y accéder. Je vois que tu n'as pas cité Commerce Elite dans la liste. C'est scandaleux. Non, mince. Ouais, mais Commerce Elite, c'est moi qui m'occupe des chroniques, donc Ouais, en donc c'est ça. l'occurrence, T'en as marre, c'est quoi. moi-même, tu vois. Non, il y aurait. Alors, pour préparer des Commerce Elite, il y aurait pas mal aussi TechCrunch, hein. Ça, c'est. Ouais, Ce site, c'est vraiment de l'or. carrément. The Information aussi, pas mal. Très, très bien, mais sur des trucs un peu plus peut-être stratégiques, entrepreneurs. Voilà. Je pourrais vous envoyer à l'occasion. Trop cool. Dans tout ce que tu écoutes, que tu nous as cité d'ailleurs, ça a l'air super intéressant. Moi, je vais en prendre 3-4 dans la liste là. Ouais. Et je vais faire ma petite veille bien sympatoche. Mais comment toi tu perçois un petit peu le CRO au travers de tous ces podcasts un peu outre-Atlantique? Parce qu'on sait vraiment que là-bas, bah, c'est déjà ultra développé. Ça vient juste un petit peu d'arriver en France et bah, Ouais. les gens commencent à être un peu éveillés à ces choses-là parce qu'en fait, ils se sont rendus compte un peu devant le fait accompli. Les campagnes maintenant, ça devient de plus en plus cher. Avant, comme tu disais, c'était le Far West. Pour 100 euros par jour, on pouvait faire des trucs vraiment sympas. Maintenant, ça devient, voilà, 100 euros, c'est à l'euro près presque. Ouais. Et donc, bah, à trafic constant, il faut maximaliser le rendement. Mais aux États-Unis, ils ont déjà de l'avance sur nous depuis plusieurs années. Mhm. Et comment ils gèrent ça un petit peu et voilà, comment toi tu le ressens au travers des différentes veilles et podcasts que tu fais? Alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais effectivement, le CRO, je connais ce terme que depuis quelques mois, et c'est d'ailleurs grâce à vous, je pense que je le connais. J'utilise pas à proprement parler des techniques de CRO.
Donc c'est pour ça que je pourrais pas nécessairement répondre à ta question entre le contenu américain et le contenu en France. Par contre, ce que tu as dit est hyper juste. Ça peut être de plus en plus cher de faire de la publicité sur Facebook. Je me souviens de Ryan Dice, qui est, parce que je confonds avec Russell Brunson. Ryan Dice, c'est le mec derrière Digital Marketer, qui était dans le AdWorld et qui expliquait voilà les 3 tendances que je vois en 2023. L'emailing va prendre une part immense parce que, deuxième tendance, la publicité va coûter de plus en plus cher, notamment par exemple sur Facebook Ads, parce que normal, c'est aussi une plateforme qui a atteint un certain degré de maturité. Si tu veux des CPM qui sont beaucoup plus bas, tu vas sur TikTok. Maintenant, est-ce que sur TikTok, tu vas arriver à vendre ce que tu veux vendre? Telle est la question. Donc en l'occurrence, là où je vois que le CRO s'installe absolument bien là-dedans, c'est que comment tu pallies à des coûts publicitaires qui peuvent être plus chers? Bah, en augmentant le panier moyen, en augmentant la durée de vie d'un client. Et ça, c'est des trucs que tu peux travailler avec le CRO et le taux de conversion nécessairement aussi sur ton site. Carrément. Je ne sais pas si ça répond à ta question du coup. Oui, carrément, c'est- ouais. Oui, il y a quand même des stratégies de retargeting et autres pour justement du customer lifetime value un peu plus élevé et autres. Où là, on va retargeter des clients qui ont acheté dans les 30, 60, 90 derniers jours, euh, où on va essayer de leur coller des abonnements, ou enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont indirectement revenir vers vous pour les campagnes Facebook. Mhm. Donc forcément, c'est aussi des approches qui n'étaient pas là à l'époque Bien sûr, ouais. et qui sont nouvelles maintenant, en tout cas dans la construction des campagnes. T'avais pas ce besoin parce que la publicité suffisait. Ah bah les gens se gavaient, hein, on va pas se mentir, à l'époque c'était ça, hein. Les gens se gavaient. Maintenant, bah, c'est plus trop, on va dire la fête est finie et Ah bah il faut un là on petit peu se parle. professionnaliser Voilà. et justement, Et c'est pour ça qu'en l'occurrence, nous, vraiment, on se focus à fond sur la publicité Facebook et sur l'emailing en l'occurrence parce que ça va de pair pour nous. Mais oui, c'est l'heure des ultra experts. Voilà, Ouais. on en arrive c'est ça, à exactement. cette ère, c'est l'heure des ultra experts. Dernière petite question, est-ce que tu as une marque ou un e-commerçant que tu rêverais de voir passer sur le podcast? Bah alors c'est peut-être parce que je suis un gros gold digger. Non, je rigole. Mais j'aimerais, en fait, j'ai toujours voulu entendre ce qu'un Hermès ou un Louis Vuitton a à dire sur le sujet. Ouais. Parce que quand tu étais passé sur Commerce Elite, Pablo, tu parlais d'un client qui avait tout misé sur le design du site plutôt que son efficacité et qui a dû faire machine arrière. Ces marques, donc Hermès et Louis Vuitton, et je m'avance peut-être, ont un obstacle énorme qui est leur image Ouais. quand tu compares leur site à celui d'un Amazon qui est abominable mais qui convertit en masse. Donc ils ont le poids de leur héritage sur les épaules. Comment tu t'en sors avec ça? Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je crois que la moyenne dans le luxe, le taux de conversion moyen dans le secteur du luxe, vu que tu parles de ce genre de marque-là, c'est Ouais, 1,1, je crois à peu près. Donc c'est d'accord. clairement en dessous de la moyenne du marché. Après, bien Ouais. évidemment, il y a le panier moyen qui compte quand même pas mal, mais Bah oui, après, le clairement. panier moyen, il est quand même censé être compensé aussi par la puissance de la marque, ou quand tu arrives sur le site d'Hermès et que tu es un minimum qualifié, bah, ok, tu peux acheter des trucs un peu chers, mais la marque est tellement puissante que normalement, c'est censé un peu compenser. Alors, or là, ça ne compense pas. Donc, je pense que sur la partie conversion, ces marques-là sont très mauvaises, quoi. Mais Et, après, est-ce que tu penses sincèrement que... Alors, j'ai évidemment pas les chiffres, et j'y pense, mais est-ce que tu penses que tu achètes un produit sur le site d'Hermès ou de Louis Vuitton plutôt que d'aller l'acheter en En fait, magasin? c'est ce que j'ai demandé Parce que exactement à quand tu Pablo. veux Ouais. du luxe, tu vas chercher le luxe jusqu'au bout, quoi. Tu c'est vas ça. chercher. Donc, moi, il y a cette question. Et puis aussi, quelle est la marge de manœuvre pour faire des tests? Genre, qu'est-ce que tu peux tester? Qu'est-ce qui devient un peu risqué pour toi de tester sur ton site? Ouais, c'est compliqué, hein, effectivement. Je pense que pour ces boîtes-là, en fait, nous, on l'a vu en e-commerce, plus la marque est connue, plus la marque, enfin, plus la marque est connue, plus la partie marque, la partie branding prend le pas sur la partie un peu UX et conversion du site. Ouais. Et donc, quand tu te retrouves autour de la table et que tu bosses pour une grande marque, même de cosmétiques ou de luxe, les marques que tu as citées, bah, Mhm. clairement, les personnes qui gèrent le branding ont plus de voix que, je pense, les Ah, personnes qui clairement. gèrent Mais c'est du sûr. site. C'est sûr. Et du coup, bah, le but, c'est d'essayer de trouver un compromis. Mais tu vois, tu as même des marques, alors là, je pars plutôt sur la cosmétique, mais des marques comme Yves Rocher ou des gros sites comme ça où on voit à certains endroits du site que clairement, c'est la marque qui est privilégiée. Et pourtant, ils n'ont pas non plus besoin de faire un truc hyper chiadé. Ils peuvent faire quelque chose d'efficace tout en apposant leur marque et ça ferait largement le boulot. Donc, dans le cas de gros e-commerce comme ça, tu peux trouver un compromis. Mais c'est vrai que Mhm. les e-commerce un peu de luxe, là, c'est un peu plus complexe. Mais je pense que tu peux essayer quand même de trouver un compromis à certains endroits du site. C'est vrai C'est certain, ouais. que sur la partie top funnel, donc tout ce qui est genre la home
ou les pages qui présentent un peu l'identité de la marque, l'univers, etc. Là, c'est quand même très compliqué de mettre des UX autour de la table et de casser un peu toutes les jeux graphiques que la marque a voulu mettre sur son site. En Ouais. revanche, ce qui est intéressant, c'est quand tu vas plutôt sur du bottom funnel ou quand tu arrives par exemple dans la partie checkout ou la partie page produit ou des choses comme ça, essayer d'intégrer un peu plus d'UX pour que peut-être que tu puisses augmenter un peu tes parts de conversion, ou en tout cas essayer d'intégrer un process d'A/B testing, ou même si tu restes sur des choses assez graphiques avec des animations, etc., de voir si tu touches un peu à des choses, si tu changes un peu des messages, si tu changes un peu des couleurs ou des choses comme ça, est-ce que potentiellement derrière tu peux améliorer la conversion sans dégrader l'image de marque. Mais ça, je pense que ça se fait Ouais. surtout en bottom funnel, quoi. T'as envie de rajouter une petite pop-up du style si t'en mets 2 dans ton panier, on te fait 15%. Tellement. Mais j'avais un exemple qui me venait en tête. Par exemple, une fois, on était allé acheter, parce que ma femme, en fait, bossait chez Estée Lauder à l'époque. D'accord. Et donc, Estée Lauder a une marque qui s'appelle Jo Malone, donc un peu des bougies de luxe. Enfin, ça coûte vraiment une blinde, la bougie. Mhm. Et donc, en fait, une fois, on est allé en boutique et en fait, j'ai compris pourquoi les gens préféraient aller en boutique plutôt que d'acheter sur les sites internet, tu vois. Et tu veux Même ton si la café et ton stratégie. macaron, c'est ça. Tu veux Alors, un il y a café. exactement ça, et tu as tout compris. Et en fait, quand tu arrives, tu as le mec, il est là, il a des petits gants, un truc, Ouais. tout ça. Il arrive, il fait un packaging hyper chiadé, ça dure 15 minutes. Il te sert le café, Ah une voilà. petite attention, tout ça, que t'as pas quand tu es devant ton ordi, que tu fais ajouter au panier, tu vois. Ah non. Et là, et les gens, en fait, ils viennent vraiment pour, déjà, pas se montrer, mais pour dire en gros, voilà, nous, t'as vu, on vient acheter en boutique, on vient discuter, on vient être dans le paraître et tout ce que tu veux. Et en fait, il y a clairement ça aussi. Et quand j'étais à Galerie Lafayette, où tu avais le corner Louis Vuitton, Mhm. les gens, ils venaient, ils étaient habillés, tu as l'impression qu'ils vont à Ils sont l'opéra mieux ou habillés autre, que tu vois. toi. Ouais, ils sont mieux habillés que toi. Grave. C'est le show. Et en fait, c'est clairement ça. En fait, c'est clairement le moment de gloire du truc où tu viens claquer un sac à 1500 balles. Et en fait, bah, c'est totalement dans cet esprit-là qui ne peuvent pas. Et d'ailleurs, quand tu vois les gens qui font 50 mètres de queue pour rentrer dans le magasin Lancel ou Louis Vuitton ou autre, Mhm. ou Hermès, bah, c'est exactement en fait cet esprit-là aussi. C'est se dire, je suis allé dans la boutique Hermès, on m'a Exactement. accueilli Sur les comme un champs. Ouais, prince. sur les champs. Ouais, sur Pour les tous les princes. touristes, ils attendent d'aller à Paris pour aller voir Louis Vuitton, Hermès et Dior et C'est ça, Chanel. c'est le Disneyland du luxe, tu vois. Ouais, C'est vraiment, exact. tu Ouais, veux faire ton attraction, quoi. exactement, exactement. Du coup, Antoine, Donc voilà. à part chez Hermès, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter pour faire du business avec toi ou Non, si on veut Ah, faire un j'aimerais podcast? tellement que ce soit vrai, Vas-y. cette phrase. Si vous voulez me retrouver, bah, c'est sur le podcast Social Selling, sur LinkedIn aussi. Je suis plutôt actif, en tout cas, pour répondre à des questions, pour échanger avec des gens qui veulent échanger. Et puis sinon, toutes les semaines, mais j'en parle aussi pas mal sur Social Selling, je rends un test Facebook Ads par mail, c'est sur les squads Facebook Ads. Voilà, c'est un newsletter totalement gratuit. Monstrueux. Si vous allez sur Social Selling, vous pouvez retrouver dans les notes de l'émission les squads Facebook Ads. Voilà. Et ce quoi, Si vous Facebook avez Ads, envie. c'est vraiment monstrueux. Si tu veux vraiment briser le plafond de verre et devenir un tueur en Facebook Ads, enfin, on voit tous les résultats de vos tests, c'est hyper Ouais. intéressant et on apprend des trucs toutes les semaines, quoi. Mais C'est en fait, voilà, mon idée, c'est surtout de vous donner des idées. Ouais. C'est peut-être que tout ne va pas, comment dire, tous les tests peuvent pas vous être répliqués chez vous parce que parfois c'est du lead gen, parfois c'est du e-com, etc. Mais l'idée, c'est de vous stimuler un peu stimuler la créativité, quoi, Ouais. clairement. D'ailleurs, ouais, vous l'avez lancé il y a un moment déjà, parce que je me souviens quand j'avais fait mon premier vaccin du Covid, je crois que c'était mi-2020, un truc comme ça. Et Ouais, bah, c'était iOS 14. ouais, T'as exactement. Et justement, il y avait les épisodes où ils expliquaient voilà, comment on va gérer l'après iOS 14. Exact. Ça Et s'appelait c'était Esquad iOS super 14. intéressant. Avant, ça Ouais, s'appelait Esquad Ouais, iOS 14. c'est vrai. Bon, voilà. maintenant, on va pas, Tu vois, on a arrêté on d'en est parler là depuis longtemps, hein. Ouais, non, ça va sur sa 3e année quasiment là. Bon, bah, trop Ouais, cool. non, c'était Voilà. énorme Trop comme cool. format. Merci beaucoup, Ouais. Antoine, en tout cas, pour toutes ces recos. C'était hyper intéressant. Plein de trucs activables, plein de bonnes pratiques pour gérer Facebook en e-commerce. Et je pense qu'on se refera un petit épisode, du coup, à la fin de l'année pour faire un petit débrief de toute l'année 2023. Avec grand C'est chaud. plaisir et de Carrément. même sur Pure Commerce. Merci beaucoup, Pablo Laurent. Merci de m'avoir reçu. Ça marche. Salut. C'était super, merci Antoine. Ciao.